Pour l'instant, l'affaire des cartes biométriques reste sujette à controverse. L'entreprise Cetis a apporté des explications à ce propos après que le ministère de l'Intérieur ait déclaré que ces cartes sont invalides. Le quartier général d'Andradzwil, candidat à l'élection présidentielle, a officiellement été inauguré ce jour, un quartier général qui va désormais se tenir à l'Arena Ivanci. Une semaine après les séismes et le tsunami en Indonésie, jour de prière ce vendredi, le dernier bilan fait état de 1500 morts et 1000 disparus. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une pour l'instant, l'affaire des cartes biométriques reste sujette à controverse. L'entreprise Cetis a apporté des explications à ce propos après que le ministère de l'Intérieur ait déclaré que ces cartes sont invalides. D'après cette société, ces pièces fonctionnent correctement, seulement les informations qu'elles contiennent ne peuvent pas être consultées partout dans le monde. Reportage. Électronique et biométrique, non accessibles partout dans le monde, ce sont les termes utilisés par l'entreprise Cetis aujourd'hui pour s'expliquer par rapport au tollé général autour des cartes biométriques qui circulent à Madagascar depuis près de 3 ans. Selon cette entreprise, ces cartes sont loin d'être le produit d'une escroquerie. La carte grise n'est pas biométrique mais sécurisée et le permis biométrique est valable sur le plan national et dans les pays qui ont conclu une convention bilatérale avec Madagascar. Cette affaire a débuté aux États-Unis où ces permis ont été classés comme faux permis biométriques. Or, il n'y a aucune convention bilatérale entre Madagascar et les États-Unis qui permette de fournir à ce dernier l'application pour contrôler cette pièce. Si nous voulons que les informations de nos permis puissent être accessibles partout dans le monde sans accord bilatéral, il aurait fallu une version électronique et non biométrique. Une application permet de vérifier l'aspect biométrique de ces pièces selon les explications. Une application dont l'utilisation serait apparemment réservée à une poignée de personnes. Toujours selon les explications, depuis 2015, près de 360 000 permis de conduire biométriques ont déjà été remplacés par la version biométrique. Quoi qu'il en soit, les problèmes autour de ces cartes vont entraîner des difficultés pour la population. D'autre part, les responsables de Cetis n'ont fourni aucune information concernant le montant que l'État n'aurait pas encore payé, un manque dans le budget qui a entraîné la diminution des cartes biométriques fabriquées. Pour l'instant, la vérité sur cette affaire reste encore floue. Ces nouvelles informations amènent à se demander à qui ces cartes dites biométriques servent réellement au final, puisque l'entreprise Cetis est la seule à posséder l'appareil qui permet de déceler les informations contenues dans ces pièces. Et pourtant, c'est en général pour renforcer la transparence et améliorer l'obtention d'informations qu'un pays opte pour une nouvelle technologie. Alors que dans le cas présent, les agents des forces de l'ordre locales et internationales ne peuvent pas avoir accès à ces informations. Dans ce cas, dans quel but ces permis de conduire et ces cartes grises ont-ils été élaborés? Qui en a bénéficié? La population ou une poignée de personnes? Et au cours d'une interview donnée par l'ancien chef d'État Eradouan Armampian, ce dernier a nié avoir cédé en catimini, la zone maritime malgache, à plus de 300 bateaux de pêche chinois, une déclaration qui a surpris plus d'un. Reportage d'Henri Florian. Les citoyens malgaches ont été surpris d'entendre les propos de l'ancien chef d'État Eradouan Armampian lors d'une interview avec un journaliste de Radio France Internationale. Interrogé par le journaliste sur l'accord permettant à 330 bateaux de pêche d'œuvrer sur le territoire maritime de la Grande Île, voici sa réponse.
Selon l'opposition, quelques jours avant votre départ du pouvoir, vous avez cédé en catimini la zone maritime malgache à plus de 300 bateaux de pêche chinois, moyennant quelques 3 milliards de dollars, et cela sans aucune transparence et à l'insu des professionnels de la pêche malgache. Moi, je peux vous dire que c'est complètement faux. C'est vraiment de l'ineptie tout cela, parce que comme vous le dites, ça vient de l'opposition. Je n'ai pas signé des projets du genre que vous avez mentionné tout à l'heure. Du tout. Moi, je ne connais pas cet accord-là. Pour rappel, quelques jours avant sa démission, l'ancien chef d'État, Radounarmampian, a assisté au 3e sommet Chine-Afrique à Beijing, une période au cours de laquelle il a profité pour signer un accord avec un consortium chinois, Taiye Century Investment Development Corporation, une signature faite par Hugues Ratsfer, un conseiller de cet ancien président de la République, en la présence de ce dernier, et 2 jours avant la démission de cet ancien chef d'État, comme le montrent les images. D'après les informations reçues, 330 bateaux chinois pourront exploiter les ressources halieutiques du pays en échange d'un montant de 2,7 milliards de dollars, un accord conclu à l'insu des professionnels de la pêche malgache. Cette situation amène à se demander si Hugues Ratsfer, par le biais de l'Agence malgache de développement économique et de production d'entreprises, est apte à signer un accord qui enchaîne l'État, un contrat fait sans avoir tenu compte de l'avis des techniciens ni celui du ministre concerné. Déjà que la gestion et la surveillance de zones maritimes du pays s'avèrent compliquées pour les responsables. Cette signature va entraîner d'importantes pertes pour le pays d'après un économiste. Madagascar n'a pas la capacité de protéger ses côtes et encore moins ses zones maritimes. Nous n'avons que des vedettes rapides qui ne peuvent pas trop s'éloigner des côtes. Donc avant de conclure un tel contrat, il aurait fallu procéder à une étude de modélisation économique pour déterminer les intérêts et les inconvénients qui découleront d'un tel accord. Comme les pêcheurs locaux et ceux qui vivent des ressources halieutiques vont-ils survivre? Cet accord renforce le fait que le régime HVM cède petit à petit le territoire malgache aux étrangers. Le quartier général d'Angera Zouil, candidat à l'élection présidentielle, a officiellement été inauguré ce jour. Un quartier général qui va désormais se tenir à l'Arena Ivanj. Un événement assisté par des représentants des partisans de ce candidat, à l'instar du chef de parti politique, de députés ou encore de maires. Et au cours de son discours, le candidat numéro 13 a tenu à renforcer qu'il est prêt à faire face à cette élection par amour pour la patrie et ouvert à toute collaboration. Et outre cela, la promotion et la mise en circulation du livre relatant la vie de ce candidat va débuter demain. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, la promotion de l'hygiène, la protection de toute forme d'abus et de violence envers les enfants, l'éducation. Ce sont les points qui devraient dominer dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle, d'après la lettre ouverte envoyée par l'UNICEF aux candidats à la présidentielle de 2018. Reportage. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ou UNICEF, qui est une agence de l'Organisation des Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants, a envoyé une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle de Madagascar. D'après cette agence, les enfants sont une richesse. Ils devraient de ce fait être une priorité pour tous ceux qui se sont portés candidats à l'élection présidentielle. Selon l'UNICEF, le pays est confronté à de nombreux défis pour créer une société où chaque enfant peut jouir de la justice, de la santé, de la sécurité et de la prospérité. Actuellement, un enfant malgache sur 2 n'a pas encore accès à l'eau potable, ce qui provoque des maladies intestinales qui sont une des causes principales de la mortalité infantile, à raison de 54 cas sur 1000. D'autre part, la malnutrition chronique touche également 47% des enfants malgaches, ce qui empêche leur croissance physique et leur développement intellectuel. Outre cela, les enfants sont aussi victimes de violences, d'exploitation et d'abus en tout genre. Une adolescente sur 6 a subi des violences physiques ou sexuelles et 90% des enfants subissent des punitions corporelles au sein du foyer familial. La moitié des enfants malgaches ne parviennent également pas à terminer leurs études primaires, ce qui représente une importante barrière à la réalisation de leur potentiel et à celui du pays, toujours d'après l'UNICEF. Face à cette situation, cette agence des Nations Unies incite les 36 candidats à l'élection présidentielle à se pencher sur le droit des enfants et la lutte contre toute forme d'abus à Madagascar pour encourager le développement. Tous ces problèmes devraient être priorisés dans le programme de chaque candidat selon l'UNICEF.
Et bien de passer aux actualités internationales, à Nouzbé Zaïvoul, la mise en place de canaux pour véhiculer de l'eau potable dans chaque foyer a été à l'origine d'une altercation entre les habitants et le chef du Fouktan à cause d'un manque de transparence au niveau de la gestion du budget attribué à ce projet. Les détails dans ce reportage. Les habitants d'Anouzbé Zaïvoul ont actuellement du mal à faire confiance au chef de ce Fouktan en matière de gestion du budget consacré à l'achat des fournitures et des matériaux qui vont servir à mettre en place des canaux afin que chaque foyer puisse avoir accès à l'eau potable. Un budget offert par une association. Face à cette situation et aux rumeurs qui circulent, les habitants commencent à se plaindre. L'infrastructure prévue n'est toujours pas achevée. Nous demandons à ce que la réalisation de ces infrastructures se fasse de manière transparente. Nous voulons voir les factures. Nous exigeons de connaître les salaires des ouvriers. Dans le Fouktan d'Anouzbé Zaïvoul, nous n'avons toujours pas de pompe jusqu'à ce jour. D'autre part, voici les explications données par le chef du Fouktan aux journalistes par rapport au problème de transparence dénoncé par les habitants. En ce qui concerne le budget, nous avons effectué un devis au début des travaux, mais ensuite le prix des matériaux a augmenté. Il est donc tout à fait normal si le montant initial prévu n'a pas suffi à réaliser cette infrastructure. Actuellement, les tuyaux que nous avons achetés ne couvrent que 1,3 km. Toutefois, d'après l'association qui a offert l'argent, qui va servir à mettre en place des canaux, la gestion de ce budget et les travaux se déroulent sans problème. Selon ces explications, ces travaux sont surveillés de près et les rumeurs qui circulent concernant un détournement ne servent qu'à semer le trouble au sein des habitants. Et place maintenant aux actualités internationales. Une semaine après les séismes et le tsunami en Indonésie, jour de prière ce vendredi, le dernier bilan fait état de 1500 morts et 1000 disparus. Les recherches sont interrompues aujourd'hui. Reportage de France 24. Derrière cette bâche, une clinique en plein air, comme il y en a partout dans la ville de Palu. Les bâtiments des hôpitaux sont trop endommagés pour accueillir ces blessés. Sur les lits, des survivants comme cette femme emportée par le raz-de-marée. Sa fille pensait ne jamais la retrouver. Quand je l'ai vue la première fois, ça m'a fait tellement mal. Elle avait des blessures partout et elle était si faible. Il y avait tellement de patients qu'ils étaient allongés à côté des cadavres. Beaucoup sont encore sous le choc. Face à l'urgence, le personnel médical doit improviser. Ici, un seul médecin pour plus d'une quarantaine de patients. Nos besoins les plus urgents sont des médicaments, mais aussi du matériel jetable, comme des seringues. On a vraiment besoin d'aide. Une assistance nécessaire pour des dizaines de milliers de personnes. Car parmi les plus vulnérables, il y a aussi ceux qui ont perdu leur maison, contraints de dormir dehors aujourd'hui. Avec les glissements de terrain, j'ai dû marcher 6 heures pour atteindre cet hôpital. Je n'ai plus de maison à cause du tremblement de terre, on doit dormir dehors. Mes enfants souffrent de nausées et de diarrhée. Alors que les blessés du tsunami et du tremblement de terre continuent d'arriver dans ces hôpitaux improvisés en plein air, les autorités vont devoir faire face à un autre défi sanitaire dans les semaines qui viennent, celui de la propagation des maladies. Et la France rend hommage à Aznavour par une cérémonie empreinte d'émotion dans la cour d'honneur des Invalides, de la musique, mais également des éloges funèbres. Reportage. Au son de la flûte arménienne, la dépouille de Charles Aznavour est portée par la garde républicaine. Le cercueil de l'artiste est aux couleurs de l'une de ses patries, la France. Les fleurs à celles de son autre pays, l'Arménie. Aux côtés de la famille des proches d'Aznavour, des artistes et des personnalités politiques françaises comme arméniennes. 2000 personnes rassemblées dans la cour des Invalides. Le Premier ministre arménien a fait le déplacement. Il a salué un héros national et un proche parent pour tous les Arméniens. Aznavour est celui qui a porté le nom des Arméniens sur le toit du monde.
qui a donné une nouvelle couleur et un nouvel élan à la fierté arménienne, qui a pu vivre les joies et les malheurs, les rêves et les aspirations de son peuple. Le président français a rendu un hommage solennel à ce monument de la chanson française, saluant sa double culture et son attachement à la France. Cette présence, cette voix, cette intonation reconnaissable entre toutes se sont installées dans nos vies et nous ont insensiblement réunis, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge. Une vibration commune s'est créée et Charles Aznavour est devenu naturellement, unanimement, un des visages de la France. Emmenez-moi, l'une des plus fameuses chansons d'Aznavour, a mis fin en musique à la cérémonie. Sous les applaudissements de tous ceux venus faire un dernier adieu au chanteur. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Pour l'instant, l'affaire des cartes biométriques reste sujette à controverse. L'entreprise Cetis a apporté des explications à ce propos après que le ministère de l'Intérieur ait déclaré que ces cartes sont invalides. Et une semaine après les séismes et le tsunami en Indonésie, jour de prière ce vendredi, le dernier bilan fait état de 1500 morts et 1000 disparus. Les recherches sont interrompues aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.